Marie danse, Marie brûle, Marie Jeanne, Marie j'aime ton parfum. Marie fraîche, Marie j'aime. Est-ce que je peux demander au candidat à la présidentielle s'il a déjà fumé du cannabis? Oui, je l'ai fait. Ton parfum, Marie fraîche, Marie j'aime quand tu sèches, Marie Jeanne, ouais c'est toi que j'aime. Marie danse, Marie brûle, Marie Jeanne, Marie j'aime ton parfum. Marie fraîche, Marie j'aime quand tu sèches, Marie Jeanne, ouais c'est toi que j'aime. En l'année 1800, au cours de sa campagne d'Égypte, le général Bonaparte se découvre un nouvel ennemi. Le cannabis. En fumant cette herbe, les hommes sont pris d'une étonnante ivresse. En Égypte, Napoléon en proscrit la vente et l'usage. C'est la première réglementation occidentale sur le cannabis. L'ordonnance promet 3 mois de prison aux producteurs et aux propriétaires de fumoirs. Ironie de l'histoire, les troupes de Bonaparte vont rapporter en France du cannabis et le rendre populaire. À l'époque, le sujet passionne les salons parisiens et les laboratoires. Le cannabis semble prometteur pour soigner les pathologies mentales. Parmi les chercheurs subjugués par ses vertus, 2 médecins. Baudelaire, Gautier, Nerval, Balzac, Delacroix sont passés à des soirées, des curieuses soirées qu'il appelait des fantasias, où l'on consommait du hashish, plus exactement sous le nom de dawamesque, donc qui était l'extrait gras du cannabis. Et donc le cannabis était cette plante qui introduisait et facilitait ce passage vers un Orient un peu imaginaire et mythique. L'État français, lui, a les pieds bien sur terre. Dans ses possessions d'Afrique du Nord, il instaure des taxes sur le cannabis. Il en monopolise le commerce grâce aux régies du tabac et du kiff. De l'autre côté de l'océan, le cannabis est appelé marijuana, une plante très appréciée au Mexique. Une des plus célèbres chansons du folklore national, la cucaracha en vante les mérites. Et les travailleurs mexicains vont la populariser aux États-Unis, quand ils iront y vendre leurs bras. Louis Armstrong le proclame, mieux vaut fumer de l'herbe que boire un whisky. Cab Calloway, lui, électrise les clubs de Harlem en chantant Reeferman, l'homme pétard. Avec le jazz, de plus en plus de jeunes Américains blancs tombent sous le charme de cette herbe étrange. Une menace intolérable pour Harry Anslinger, le patron du tout nouveau bureau fédéral des narcotiques. Avec la fin de la prohibition de l'alcool, il mobilise ses hommes sur un nouveau danger, la marijuana, accusée d'inciter à la violence plus que n'importe quelle drogue dans l'histoire de l'humanité. Une croisade anti-marijuana est lancée. Avec le soutien de Randolph Hearst, le magnat de la presse, le pays est inondé d'articles sur ce nouveau fléau. La campagne médiatique s'appuie sur les thèses racistes de l'époque. L'idéal d'une Amérique blanche et vertueuse est menacé par cette herbe étrangère. Pour le bureau des narcotiques, la moitié des crimes attribués aux communautés noires et hispaniques l'a été sous l'emprise de la drogue. Hollywood est sollicité. Les films ne font pas vraiment dans la nuance. En 1936, le film Reefer Madness, en français L'herbe de la folie, est sans ambiguïté. Le cannabis incite au meurtre. You want to kill me? You're crazy. Take it easy, kid. Malgré cette véritable propagande anti-cannabis, les Américains en consomment de plus en plus, quelle que soit leur couleur de peau. Les autorités réagissent. En 1937, une loi impose une taxe exorbitante à tous les acteurs de la filière du cannabis. En cas d'infraction,
Les peines de prison sont très lourdes. La culture du chanvre est frappée de plein fouet. Jusque-là, cette plante poussait un peu partout dans le pays. Ses fibres alimentaient les papeteries et l'industrie textile. Une concurrence gênante pour des technologies nouvelles, comme celle des fibres synthétiques. Hasard ou coïncidence, la diabolisation du chanvre fait l'affaire et la fortune des grands industriels comme Dupont de Nemours. La campagne anti-cannabis s'étend, des montagnes de l'Atlas aux rives du Bosphore, de New Delhi à Buenos Aires. « 1961. Le monde est en pleine guerre froide. Aux États-Unis, l'ennemi c'est le communisme et le Bureau fédéral des narcotiques va changer de discours. Son patron, l'indéboulonnable Harry Anslinger, affirme maintenant que le cannabis ne rend ni fou ni meurtrier. Mais c'est plus grave. La marijuana mène au lavage de cerveau, au pacifisme et au communisme. Sur pression américaine, la Convention unique sur les stupéfiants en 1961 prohibe le cannabis dans le monde entier. Le texte est approuvé par 183 pays dont la France. Dans les années 60, beaucoup de jeunes décident d'ignorer les conventions et les interdictions. Ce sont les années du Flower Power. Sur les campus, dans les communautés, le cannabis est un mode de vie. Fumer de l'herbe devient un acte politique, une révolte contre la société de consommation. En France, après mai 68, l'heure est à la reprise en main. La loi du 31 décembre 1970 renforce la lutte contre les stupéfiants. En 1976, des personnalités lancent l'appel du 18 juin. Ils réclament plus de tolérance à l'égard du cannabis et dénoncent depuis régulièrement les méfaits de la prohibition. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous, verse de petites graines lisses dans la paume de votre main et vous dise « plantez-les ». Et votre récolte pourra être transformée en corde, en tissu ou en papier. Elle pourra aider des gens malades et en intoxiquer d'autres. C'est en tout cas, selon les scientifiques, la moins dangereuse des drogues. 4 rapports ont classé les substances psychotropes selon leur dangerosité. Celui de l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS en 1971, le rapport Pelletier en 1978, le rapport Rock en 1998 et le rapport Note en 2010. Les experts ont comparé des drogues comme le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne à des drogues licites comme l'alcool ou le tabac. 3 critères ont été retenus, la dépendance physique, la dépendance psychique et la dangerosité sociale. Les conclusions sont identiques. Le cannabis entraîne moins de dépendance et ses conséquences sociales sont moins dangereuses que celles de la cocaïne et de l'héroïne. Mais aussi, et c'est beaucoup moins connu, que celles de l'alcool et du tabac. Avec les fibres de sa tige, l'homme a pu fabriquer du tissu, de la corde ou du papier. La première Bible de Gutenberg a été ainsi imprimée avec du chanvre. Il a été cultivé dans toute la France. À Marseille, la Canebière lui doit son nom, car à cet endroit se trouvait une ancienne plantation de chanvre. Mais le cannabis est aussi l'une des plus anciennes plantes médicinales connues. Les Chinois l'utilisaient déjà comme drogue il y a près de 5000 ans. Premier livre populaire de ce genre, L'Empereur est nu est à la fois un document scientifique, un reportage et une croisade. On y apprend que le cannabis peut avoir des milliers d'utilisations commerciales et thérapeutiques, et qu'il a de tout temps occupé une part importante de notre héritage spirituel et culturel. On y découvre que la graine de chanvre pourrait redevenir la base de l'alimentation mondiale, et que c'est la seule qui contient la quasi-totalité des éléments nutritifs nécessaires à la santé de l'homme. L'Empereur est nu expose dans les moindres détails les croyances chères à Jack.
Tout d'abord que le carburant issu de la biomasse pourrait couvrir pratiquement tous les besoins de la planète, mettant ainsi un terme à notre dépendance aux carburants fossiles dont les réserves sont presque épuisées. Ensuite, que la destruction systématique de notre environnement pourrait être réduite de façon spectaculaire, voire stoppée net, si l'on utilisait le chanvre comme matière première pour la fibre, le carburant et le papier. Le livre présente le chanvre comme le salut de la planète. Et Jack offre 50 000 $ à quiconque lui prouvera le contraire. Jusqu'ici, personne ne s'y est risqué. Au lieu d'utiliser du bois ou du pétrole, on pourrait presque tout fabriquer à base de chanvre. Il ne serait plus nécessaire d'abattre un seul arbre pour produire du papier. Un carburant propre pourrait être obtenu à partir de l'abondante biomasse du chanvre. Ce nouveau carburant servirait à alimenter les voitures, les usines, les centrales électriques et même à chauffer nos maisons. On pourrait cultiver du chanvre pour faire du tissu et du papier en n'utilisant qu'une infime partie des produits chimiques toxiques nécessaires à la transformation du coton et du bois. Il entrevoit un monde sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Jack est stupéfait de découvrir à quel point l'histoire du chanvre est liée à celle de l'homme. Pendant plus de 10 000 ans, ça a incontestablement été notre plante la plus utile. Nos ancêtres dépendaient de sa fibre exceptionnellement solide, de sa pulpe riche en cellulose et de ses graines extrêmement nutritives. Tout au long de l'histoire, ils l'ont cultivée pour se nourrir, s'habiller, se chauffer et se soigner, ainsi que pour fabriquer des voiles, des cordes, des abris et du papier. À présent, avez-vous envie de garder ces graines ? Je ne sais pas si le chanvre sauvera le monde. En tout cas, c'est la seule chose qui puisse le faire. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel. Against what? Against men who won't crave, because them crave for the things like say, them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well, you have to work and put you on pension and him keep it all. So herb make you look for yourself, and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how he is, but in the sense of why should you have to bow to this. À la mémoire des notes, de nos galères et des prods, des coups de sang énormes, du poisson